Il y a quelques semaines, Michel Latouche, présentant son film Chasseur d'images, nous annonça la visite de Martial Solal. Et vous vous en souvenez peut-être, il nous en parla comme du soliste de jazz le plus doué de la jeune génération. Il n'est pas le seul de cet avis d'ailleurs, car depuis la mort de Django Reinhardt, disent les critiques, Martial Solal est le musicien de jazz le plus inventif, le plus doué et le plus personnel. Et d'ailleurs, les deux revues de jazz les plus compétentes le considèrent depuis 5 ans comme certainement le meilleur pianiste de jazz d'Europe. Vous allez pouvoir l'entendre d'ailleurs à ce moment-là, accompagné à la batterie par Daniel Humer. Devrait être ici avec un autre jeune qui serait venu volontiers s'il n'avait été en Suisse où actuellement il tourne un film, mais cet autre jeune c'est Jean-Luc Godard, le metteur en scène du célèbre film À bout de souffle dont Martial Solal a fait la musique. À bout de souffle qui a arraché des cris d'admiration spontanés à des gens aussi divisés, ou aussi avisés aussi que Cocteau, qu'Henri Janson et que Sartre. Michel Latouche nous disait que pour son film Chasseur d'images, vous aviez fait une musique totalement improvisée. Oui, c'est exact. Est-ce que c'est votre façon habituelle de travailler? Non, pas du tout. À vrai dire, je suis même contre ce procédé, mais j'estime que pour ce petit court-métrage, c'était assez indiqué. Il s'imposait. Oui. D'ailleurs, il y a eu des réussites dans le genre, il faut bien le reconnaître. Certains films ont prouvé qu'on pouvait improviser, mais je pense qu'en général, il vaut mieux avoir mûrement réfléchi son sujet. Je crois que vous avez raison, ce sont des réussites qui sont exceptionnelles et qui ne peuvent pas être une règle. Je sais que vous avez découvert le jazz en 1943 à Alger, oui, au moment de l'arrivée des Américains. Exactement. Beaucoup de disques passaient à la radio à l'époque et j'étais pendu au poste continuellement. Vous aviez 15 ans. Et quels étaient les musiciens de jazz qui vous ont plus particulièrement frappé à ce moment-là? J'aimais surtout les pianistes, évidemment. Oui. J'aimais beaucoup Art Tatum, Teddy Wilson et même l'orchestre de Benny Goodman aussi. Oui, et vous faisiez déjà vous-même du jazz à ce moment? Ah oui, je commençais, oui. Vous commenciez? Dans une formation ou oui, dans une formation locale, la meilleure du pays, évidemment. Bravo. Et À bout de souffle a dû poser pour vous des problèmes, parce qu'évidemment, nous savons, on dit partout, moi je n'ai pas encore vu le film, mais il paraît que la technique cinématographique, le langage cinématographique d'À bout de souffle est assez particulier, le montage est assez nouveau. Oui. Est-ce que ça a posé pour vous des problèmes particuliers au point de vue musical? Non, en vrai dire, ça m'a tout de suite inspiré des thèmes et un climat sonore que je n'ai pas eu de mal à trouver. Je pense que c'est très facile de créer une musique pour ce genre de film. Quand le film vous parle personnellement, le film est tellement intéressant. Bien sûr. Ça n'a donc pas, sur le plan technique, posé des problèmes particuliers. Je l'ai regardé 5-6 fois pour bien m'en imprégner d'abord. Oui, je m'en doute. Le compositeur le fait. Et en effet, nous disions tout à l'heure que la musique de ce film semblait être une ponctuation. Oui. Ce n'était pas une musique totalement d'accompagnement, mais qu'elle ponctuait et qu'elle était assez séparée. La volonté de Jean-Luc Godard. C'est la volonté du metteur en scène. De la placer aux bons endroits. Enfin, vous vous êtes parfaitement entendu avec lui. Oui, très bien. Oui. Ça vous a rappelé un petit peu l'expérience que vous avez eue avec Jean-Luc Godard, puisque c'était le premier long métrage de Jean-Luc Godard, je crois, À bout de souffle. Oui, sauf qu'avec À bout de souffle, évidemment, il n'y avait pas de scénario. Il y avait une sorte de résumé de 3 pages tapées à la machine, et puis de jour au jour, c'était en partie improvisé, et en partie, Godard venait le matin avec les poches pleines des bouts de papier sur lesquels il avait écrit dans la nuit quelques répliques. Et là, qu'est-ce qui vous avait déterminé à accepter Jean Seberg, À bout de souffle, puisqu'il n'y avait pas de scénario? Voilà, À bout de souffle a tombé d'abord à un moment où j'avais très envie de travailler et où, franchement, je n'avais pas tant de propositions que ça. C'était tout de suite après mon aventure de 2 films avec Arthur Preminger. Ces 2 films étaient Jeanne d'Arc et Bonjour Tristesse, qui étaient plus ou moins, disons-le, mal accueillis. Et je suis venue après ça en France. J'avais épousé un jeune Français d'ailleurs, un avocat. Et je vivais à Paris, je parlais mal, je parle mieux maintenant, je ne parle pas parfaitement, mais mieux quand même. Je parlais assez mal le français, mais quand Jean-Luc Godard, qui avait, avec le groupe de Cahiers de cinéma, beaucoup aimé les films de Preminger, quand Godard avait appris que j'étais à Paris, que je voulais peut-être faire du cinéma, que j'avais probablement besoin de travailler,
il m'avait proposé ça et j'avais dit oui. Et voilà. Et c'était une aventure. Et j'avais en ce moment-là aussi d'ailleurs découvert cet amour européen pour le cinéma qui est tout différent que l'attitude américaine. Et j'étais en plein cinéma, cahier de cinéma et tout. Et j'étais ravie. Jean-Luc Godard, vous voici à Cannes avec votre film À bout de souffle, mais peut-être pas exactement comme cela aurait dû se passer. À bout de souffle était en principe, on nous l'a annoncé, sélectionné pour représenter la France. Mais en fait, vous le présentez dans un coquet cinéma de la rue d'Antibes, ce qui n'est pas exactement ce qu'attendait votre producteur, sinon vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors moi, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il n'était pas du tout sélectionné, il était invité et je crois que c'est le droit du Festival de Cannes d'inviter qui bon lui semble. Est-ce que ça vous faisait plaisir à vous? Alors, ça me faisait plaisir parce que ça m'aurait fait une chambre à l'œil, c'est tout, mais non, finalement, je suis content qu'il n'y soit pas. Enfin, je veux dire, je trouve normal qu'un film qui était terminé depuis 5 ou 6 mois, qui est déjà sorti, n'y soit pas au festival. Jean-Luc Godard, on a dit beaucoup de choses sur vous, on a écrit des articles, vous avez donné des interviews. Je ne sais pas si ce qu'on a dit est exact ou faux. Personnellement, votre vie privée ou passée ne m'intéresse pas, dans la mesure où nous avons à discuter ensemble, amicalement, mais pas devant une caméra et pas devant un micro. Nous ne vendons pas ce genre de marchandises. Je voudrais savoir comment vous êtes maintenant. Est-ce que les erreurs, si erreur il y a qu'on vous a attribuées, autrefois, vous les referiez maintenant? Vous ne voyez pas à quoi je fais allusion? Non. Enfin, si, je vois autrement. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas ce que je ferai demain. Est-ce que le fait d'avoir réussi un film, car À bout de souffle est un des meilleurs films qu'on ait fait depuis de nombreuses années, vous a amendé en quelque sorte? Est-ce que vous vous sentez plus sage? Oh oui, certainement. C'est vrai? Vous décevez. À ce point-là? Enfin, sage, ça dépend à quel point de vue. Mais à votre point de vue à vous, c'est-à-dire que maintenant vous vous sentez un monsieur sérieux? Oui, mais je considère que c'est important d'être sérieux. Depuis quand? Enfin, il y a sérieux et sérieux. Et quelles sont les choses contre lesquelles vous rebellez particulièrement? Ah, se rebeller, non, c'est-à-dire ce que je trouve c'est embêtant de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de faire. Là, pour le petit soldat, c'est ennuyeux d'être obligé d'aller tourner à l'étranger un film que j'aurais voulu tourner en France, mais qui n'était pas possible de tourner en France dans les conditions actuelles. Vous allez tourner à l'étranger dans votre propre pays, si j'ai bien compris, car vous êtes moi suisse. Non, je suis franco-suisse. Sur la frontière? Là, sur la frontière, c'est ça. Un pied dans chaque pays. Non, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je ne crois pas du reste que le cinéma influence la jeunesse. Ce qu'il faut essayer, c'est que ça soit plutôt la jeunesse qui influence le cinéma, c'est-à-dire de rester plein d'envie. Enfin, ce qui me surprend, par exemple, par rapport dans mon second film, par rapport au premier, c'est que je suis déjà plus fatigué. Enfin, fatigué, je veux dire, déjà, il y a beaucoup de choses que c'est difficile, je ne sais pas comment dire. Fatigué, enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça. Alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. Parce que c'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Là, les gens me font totalement confiance, alors j'espère que je vais les décevoir. Comme ça, ils me feront plus confiance et j'aime mieux travailler avec des gens contre lesquels il faut lutter. Et Jean-Paul, que croyez-vous qu'il devienne quand il cesse d'être pour vous Jean-Paul Belmondo? Chaque fois qu'il le peut, en sortant du studio, il redevient l'un de ces boxeurs têtus. Peut-être se dit-il, comme vous, que s'il n'avait pas passé là tant d'après-midi dans son adolescence à l'époque où il séchait les cours du conservatoire, il n'aurait pas aujourd'hui ce profil tendre, sauvage et apparemment méchant de jeune premier blouson noir. Il y a un rapport, vous croyez, entre le fait que vous soyez aussi passionné de boxe et les rôles que vous jouez? Oui, certainement, parce que ça m'a apporté cet emploi au cinéma, c'est-à-dire un emploi un peu de dur, oui. Et la boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Et puis quand on est un peu désespéré, de ne pas s'écouter, de continuer à lutter. Et je crois que j'ai appris ça avec la boxe. Vous êtes hargneux? Quand il le faut, oui. Pour des rôles surtout, oui. Vous trouvez que votre réussite est venue très rapidement ou pas?
Bah oui et non, enfin, c'est-à-dire que ça a été long avant d'arriver vraiment, mais au moment où c'est arrivé, ça a été très vite. Je crois que c'est après À bout de souffle, là j'ai senti que ça y était. À quel signe, par exemple? Bah, les gens dans la rue qui commencent à se retourner, et puis surtout, on sent ça, tous les photographes qui arrivent chez vous et qui commencent à demander des reportages. Là vraiment, c'est parti. Les distractions, c'est le film que Jacques Dupont tourne en extérieur dans les rues de Paris. La vedette de ce film est Jean-Paul Belmondo. Pierre-André Boutan est allé lui demander pour vous son avis sur le belmondisme. Jean-Paul Belmondo, qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Héros désabusé d'une jeunesse romantique ou simplement un nouveau type de séducteur, un nouveau type d'acteur? Jean-Paul Belmondo. Avant À bout de souffle, vous étiez un des 10 plus brillants jeunes comédiens de Paris. Ce film a fait de vous une vedette. Avant de le jouer, qui étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Avant de le jouer, j'ai fait 3 ans de conservatoire et j'ai joué pendant 9 ans au théâtre, sur les boulevards. Il y a toute une légende autour de votre carrière au conservatoire. À quoi correspond-elle? Vous étiez brillant, chahuteur, quoi encore? Correspond à, justement, on était un petit groupe de camarades qui maintenant jouent très bien à la comédie aussi, qui sont arrivés. Et on était un peu en marge des autres, c'est-à-dire qu'on venait pas en cravate et qu'on faisait des petits chahuts de temps en temps. Vous êtes passé à la Comédie Française aussi? Oui, très rapidement, stagiaire. Car en 3e année de conservatoire, on est forcé de rentrer à la Comédie Française. Comme j'avais pas du tout envie d'y rentrer, je suis rentré avec un camarade qui s'appelle Jean-Pierre Mariel et on a un peu chahuté là-dedans. Enfin, on s'est fait mettre à la porte au bout de 6 mois. Quand vous avez joué À bout de souffle, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce rôle allait décider de votre carrière? Non, pas du tout. On a essayé de faire coïncider le personnage d'À bout de souffle avec vous-même. Que pensez-vous de cette coïncidence? Je trouve qu'il n'y a aucune coïncidence entre le personnage de Michel Poicart et moi. Sinon que je fume et qu'il fume beaucoup. Mais sinon, j'ai fait mon métier d'acteur, j'ai interprété un personnage, mais enfin, c'était pas moi du tout. Pourtant, vous avez laissé dans les bars de Saint-Germain-des-Prés le souvenir d'un aimable noctambule, plutôt bagarreur. Il y avait tout de même une certaine ressemblance entre ce que vous êtes dans À bout de souffle et ce que vous avez été en ce temps-là. Non, justement, parce que dans À bout de souffle, il est plutôt désespéré, parce que moi, je faisais ça dans la joie. Toujours? Toujours, oui. Même les bagarres. Mais dans quelle mesure Godard, en faisant À bout de souffle, a utilisé vos tics, votre démarche, votre façon de fumer, comme caractéristique d'un héros? C'est-à-dire qu'il s'en est servi dans le sens qu'il m'a laissé ma démarche, qu'il m'a laissé fumer comme j'avais envie de fumer, sans me dire de mettre la cigarette à tel endroit ou à tel endroit, c'est tout. Et qui vous a laissé parler comme vous aviez envie de parler? Voilà, exactement. Donc le personnage que vous êtes dans À bout de souffle, en tant que héros, est un peu ce que vous êtes vous-même. Non. Plus qu'une invention de Godard. Autant. Mais non, c'est un travail à deux, quoi. Mais c'est pas spécialement, justement, moi. Enfin, le métier d'acteur, justement, c'est de représenter. Il a exploité plutôt peut-être mes tics d'acteur que ce que je suis, moi. Pourriez-vous me faire le portrait de Michel Poicart, le héros d'À bout de souffle, comme vous l'avez senti lorsque vous avez interprété son rôle? Je le sentais comme un personnage qui est perdu dans cette vie, dans la vie moderne. Il est complètement égaré. Alors ça l'amène à faire justement des vols, des choses comme ça. Et il y a une chose qui pourrait le sortir, c'est cet amour qu'il a pour Patricia. Et comme ça ne marche pas, il retombe dans le désespoir et se laisse abattre par la police. Enfin, je le vois comme un personnage égaré dans le monde moderne. Un héros romantique. En quelque sorte. On a voulu voir, dans le personnage de Michel Poicart, le portrait d'une certaine jeunesse. Que pensez-vous de cette interprétation? Non, pas du tout. Il ne représente absolument pas la jeunesse, parce que Michel Poicart aurait très bien pu exister, je ne sais pas, en 1933 ou en 1914, et il aurait été perdu de la même manière. Il ne représente absolument pas la jeunesse. Que pensez-vous de l'influence qu'on vous attribue sur les jeunes? Je ne trouve pas justement que j'ai de l'influence sur les jeunes, parce que je suis arrivé au bon moment. Enfin, j'ai un physique qui plaît à ce moment-là aux jeunes, c'est tout. Mais c'est plutôt eux qui ont influencé ma carrière d'acteur que moi qui peux les influencer. Pourtant, maintenant, les jeunes jouent à Belmondo. Oui, ils jouent à Belmondo comme ils ont joué à Marlon Brando quand ils jouaient sur les quais. Et comme ils joueront après, ça n'a... Il y a eu les tricheurs aussi qui ne représentaient pas, à mon avis, non plus vraiment la jeunesse. C'est des personnages que les jeunes trouvent attachants parce que justement, ils sont en marge de la société. Comme quand on est très jeune, on a toujours envie d'être un peu révolté et d'être contre ce qui se fait. Dans les années qui viennent, quel genre de rôle avez-vous envie de jouer?
Dans les médias, j'aimerais jouer au théâtre des personnages comiques, comme je jouais avant, ou alors de jouer le mélo, l'auberge des Adrets, par exemple. Vous avez envie de faire un grand numéro d'acteur. Voilà. C'est le numéro. Dans À bout de souffle, vous incarnez un personnage à la Humphrey Bogart. Puis des gens vous ont comparé à James Dean. Et s'il y avait un acteur que vous admirez particulièrement ou à qui vous pourriez ressembler, qui imaginez-vous? C'est-à-dire, je n'imagine pas, mais il y a un acteur que j'admire beaucoup, c'est Michel Simon. Est-ce que vous êtes capable de l'imiter? Écoutez, mon jeune ami, je n'ai plus de mon âge. Et puis, écoutez, vous commencez à me fatiguer avec votre jeunesse. Maintenant, je vais rentrer chez moi. La jeunesse, il n'y a pas que ça tout de même, non? Je vous regarde jusqu'à vous me regardiez plus. Moi aussi.